D'abord, je veux juste vous présenter la mission de notre organisme, l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud. Fait que notre mission, c'est de contribuer à mettre en œuvre la gestion intégrée par bassin versant. Et d'abord, je vais juste vous expliquer ce qu'est-ce qu'un bassin versant. Eh bien, un bassin versant, c'est un territoire et ce territoire, OK, vous voyez OK, ici comme un territoire, et qui est délimité par une ligne de partage des eaux, qui sont les hauts topographiques, le haut des montagnes, et où l'eau va s'écouler vers les bas topographiques pour ressortir vers un même exutoire qui, pour notre situation, qui est le fleuve Saint-Laurent. Alors, voilà pour ce qui est le bassin versant, qui n'est pas délimité par des limites administratives, c'est vraiment comme des limites naturelles. Puis pour ce qui est de la gestion intégrée, eh bien, la gestion intégrée, là, c'est vraiment là, par la concertation et l'implication des acteurs qu'on met de concert ensemble pour trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire avec notre ressource, comment la protéger, comment la préserver, notre ressource en eau. Eh bien, pour être capable de s'impliquer, puis aussi avoir participé à la concertation, bien, il faut savoir avant d'agir. Alors, c'est pour ça c'est l'objectif de notre séance aussi d'en connaître davantage sur les eaux souterraines qui alimentent nos puits. Alors, ici, je vous présente ça c'est notre zone de gestion intégrée. C'est nos zones d'intervention, que ça va de Lévis à Saint-Anne-de-la-Pocatière et au sud, ici, Massif du Sud. Vous voyez que tout ce qui est les surfaces de couleur, ce sont nos bassins et sous-bassins versants. On en a quand même beaucoup de zones d'intervention. Et là, je vais juste vous présenter un peu, c'est ça, la présentation. D'abord, je vais vous expliquer le parcours de l'eau souterraine dans le cycle de l'eau et je vais vous présenter des éléments de notre aquifère, nos eaux souterraines, comment qu'elles sont. Ensuite, je vais vous parler aussi des conséquences d'une mauvaise gestion de l'eau, des impacts, les changements climatiques et ensuite des mesures d'adaptation en milieu agricole. Alors, juste pour vous expliquer, premièrement, en plus, on va revenir un peu au cycle de l'eau. On a, par les précipitations, que ce soit solide ou liquide, les eaux il y a une partie des eaux qui vont être captées par les grands végétaux qui vont retourner à l'atmosphère. Il va y avoir une partie d'eau aussi qui vont s'écouler à la surface pour vont tomber dans les cours d'eau. Et il y a celles qu'on parle aujourd'hui, les eaux souterraines qui vont s'infiltrer. Ils vont s'infiltrer en général dans des zones de recharge, des zones d'infiltration. Ça va être dans ces zones-là que les eaux vont s'infiltrer. Les sols de ces zones de recharge-là ont des caractéristiques qui sont plus perméables, qui permettent à l'infiltration pour aller rejoindre ici qu'on appelle l'aquifère, qui est vraiment le contenant. Là, on peut imaginer les eaux souterraines comme étant une éponge. Puis l'éponge, c'est l'aquifère et les eaux à l'intérieur de l'éponge, ça va être la nappe phréatique. À l'inverse des zones de recharge, on a ici des aquitars. On peut en retrouver à l'intérieur de l'aquifère ou à la surface. Nous, dans notre situation, on a des aquitars à la surface. C'est des sédiments, c'est des dépôts meubles d'argile marine dans le fond, qui empêchent l'infiltration de l'eau. Alors, au niveau de ces secteurs-là, l'eau va ruisseler vers le fleuve ou vers les cours d'eau. Pour ce qui est aussi du voyage de l'eau à l'intérieur de l'aquifère, notre secteur dans notre aquifère, c'est un aquifère de roc fracturé, généralement. Là, régionalement, c'est vraiment un aquifère de roc fracturé où l'eau va circuler à travers les fissures et les fractures. C'est tout un réseau de fractures et de fissures. Et là, l'eau va circuler. Plus longtemps, plus elle va s'écouler dans les eaux souterraines. Elle va avoir un mélange, elle va avoir plein de minéraux qu'elle va traverser, qui va avoir de la dissolution de minéraux. C'est ce qui fait aussi que l'eau qu'on consomme de notre puits, de l'eau minérale, qu'on trouve que ça a un bon goût, mais aussi il peut y avoir des concentrations de contaminants d'origine naturelle, comme d'arsenic, manganèse, qui sont dans l'aquifère, qui peut contaminer l'eau qu'on consomme.
À l'inverse aussi, il y a les contaminants anthropiques. Vu que l'eau aussi, c'est un solvant universel, eh bien, dans les zones de recharge, eh bien, ça peut être aussi des zones qui permettent l'infiltration aussi de contaminants qui proviennent des activités de la surface qui vont éventuellement contaminer nos eaux souterraines. Fait que juste vous rappeler que dans les eaux qui sont profondes, il y a, il y a les eaux sont susceptibles d'être contaminées par des contaminants d'origine naturelle. Mais ça peut aussi être pour les eaux, les puits de surface, là, les eaux un petit peu plus près de la surface. Ils sont sujets à des contaminations anthropiques, mais il peut y avoir aussi des contaminations d'origine naturelle. Alors ici, je vous présente une petite illustration qui montre les différents puits dans différents types d'aquifères. Ici, on a un aquifère granulaire, vraiment de sable et de gravier. Ça, c'est plus à la surface qu'on va pour les puits de surface. À certains endroits, il va y avoir des gens qui vont avoir des puits au niveau des aquifères granulaires, mais la majorité de nos puits, pardon, ah, j'entendais des micros. La majorité de nos puits sont dans le roc fracturé. Puis juste vous expliquer un peu ce qui est de la situation de certains puits, c'est que il y a des puits qui n'ont pas nécessairement de fort débit, mais ça, c'est dû au réseau de fractures. Comme ici, l'eau circule à travers ces fractures dans l'aquifère de roc fracturé. Et puis, quand il y a, comme ici, là, quand il y a un faible réseau de fractures interconnectées, eh bien, ça fait qu'on n'est pas capable d'avoir des débits assez importants vu que ça prend du temps avant que l'eau rejoigne les fractures qui abreuvent notre puits. C'est pour ça qu'il y a certaines réalités, il y a certains citoyens qui vont vous dire ah, il manque de l'eau dans mon. Je n'ai pas beaucoup d'eau, il y a des problèmes de sécheresse. Mais il y a aussi, c'est lié aussi à des problèmes de débit, le problème de l'aquifère en tant que tel, là, qui est fait aussi comme ça. Fait que si on rajoute ce problème-là, ici, c'est ça, là, je vais vous présenter, comme je vous parlais tout à l'heure, des contaminations d'origine naturelle. Et ça, c'est notre territoire. Il y a eu une campagne d'échantillonnage qui a été faite sur le territoire au niveau des puits privés. Puis, ça a été fait pendant le programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Et ils ont, dans le fond, analysé toutes les composés inorganiques qu'il pouvait y avoir dans l'eau de ces puits-là et pour être capable de savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre aquifère, quel genre de minéraux qu'il y a dans notre aquifère et est-ce qu'il y a des concentrations qui dépassent les recommandations de Santé Canada ou les normes de potabilité du Québec. On voit que pour le manganèse, il y a tout ce qui est rouge, c'est des dépassements de la norme pour le manganèse. C'est pour ça que c'est l'importance de faire analyser l'eau de son puits pour savoir, pour éviter qu'il y ait des problèmes de santé. Pour ce qui est de l'arsenic, on a des concentrations qui sont au niveau des basses terres du Saint-Laurent comme au niveau des Appalaches. C'est la même chose pour le manganèse. Pour ce qui est du fluor, il y a des concentrations qui dépassent la norme de potabilité au niveau des basses terres du Saint-Laurent. Ici, vous voyez, il y a une petite ligne rouge. La petite ligne rouge, là, c'est vraiment celle qui sépare les Appalaches des basses terres. Puis pourquoi il y a du fluor au niveau des basses terres? Eh bien, c'est parce qu'il y avait la mer de Champlain qui s'étendait jusqu'à la ligne rouge, qui a amené des sédiments d'argile, mais a amené aussi des composés de fluorite. Alors, c'est pour ça que c'est une réalité quand même qui est différente de celle des Appalaches. Pour les analyses d'eau de puits, ceux qui habitent près des basses terres, c'est important d'analyser pour le manganèse, le fluor et l'arsenic. Pour ce qui est du nitrite-nitrate, ce qu'on a réalisé, qui est quand même une bonne chose, il y a peu de dégradation de la qualité de l'eau souterraine par les activités en surface. À ces deux endroits, on voit qu'il y a quand même un impact des activités de surface sur la nappe, mais au niveau de ces secteurs-ci, il y a beaucoup de sédiments d'argile marine qui protègent, que je vais vous présenter ici, là, qui protègent les eaux souterraines. Ici, ce sont des secteurs que ce qui est en vert et ce qui est en beige, c'est des secteurs qu'on appelle
captif ou que l'eau souterraine, elle est protégée par les sédiments qui sont en surface. Tout ce qui est en rouge, ce sont les secteurs où il y a de l'infiltration d'eau ou que ce sont des secteurs aussi qui peuvent être plus sujets à être susceptibles peut-être d'une contamination liée aux activités de surface, mais aussi c'est des secteurs aussi qui alimentent, qui renouvellent nos eaux souterraines. Euh, Puis il y a des endroits qu'il y a beaucoup de, ça s'appelle des zones de recharge, ou que ce sont des zones de recharge préférentielles, où il y a beaucoup plus d'eau annuellement qui s'infiltre, comme ce que je vous présentais ici. Ici, c'est des zones de recharge qui sont dans les secteurs des basses terres, où il y a, il y a- il y a beaucoup de consommation d'eau dans ces secteurs-ci. Juste vous présenter, là, ici, on a au niveau de Bellechasse, c'est à Lévis, Saint-Charles-de-Bellechasse qui est ici, la Durentaille. Ici, on est pour Aberthier, dans le secteur plus de Montmagny et Cap-Saint-Ignace. Et on a ici pour Lillet, le Saint-Roch-des-Aunais et Saint-Jean-Port-Joli. Pourquoi je vous présente ces zones-là? C'est des zones on a réfléchi à travers différents critères là, pour savoir quelles zones qui sont prioritaires à protéger dans notre secteur. Parce que c'est des zones qui alimentent quand même, premièrement, ce sont des zones de recharge. Ce sont des zones aussi qui sont quand même vulnérables parce que on a réalisé qu'il y avait comme une bonne perméabilité dans ces zones-là. Le sol permettait là, que l'eau s'infiltre et rejoigne la nappe phréatique quand même plus facilement. Et on a aussi, il y a des activités humaines, des secteurs agricoles aussi qui se situent dans ces secteurs-là, fait qu'ils sont un petit peu plus sensibles peut-être à des contaminations, là, des activités, peut-être que ça soit accidentel. Puis, il y a une forte consommation d'eau. C'est ici qu'il y a quand même beaucoup de puits privés. On ne les voit pas, les puits privés, mais il y a beaucoup de puits privés dans ces secteurs-ci. Et les points qui sont jaunes, ce sont des réseaux municipaux d'eau souterraine. Donc ici, prenons par exemple cette zone-ci. On a une partie qui est forestière. Fait que ça, c'est quand même une bonne chose à conserver, vu que quand c'est des milieux forestiers, ce sont des milieux où ça favorise l'infiltration d'eau et une infiltration d'eau de qualité aussi. Pour alimenter, on voit là, pour alimenter les terres, toutes les terres agricoles pour son bétail, pour sa famille, mais aussi on voit qu'il y a une municipalité qui a son réseau d'aqueduc dans ce secteur-là là, qui est juste en aval. C'est pour ça que c'est des zones qu'on 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 souhaite que les milieux qui sont naturels, qui sont forestiers sur ces lots-là, ce serait une bonne idée de les conserver, puis de pratiquer des mesures aussi optimales pour agricoles, pour s'assurer qu'on ait tous une bonne qualité d'eau, puis qu'on puisse en avoir pour plusieurs années. Parce que une mauvaise gestion de l'eau, ben, ce que ça peut apporter, ben, si ces régions-là sont contaminées, ben, c'est sûr que ça apporte un ce conflit d'usage, vu qu'on est plusieurs utilisateurs dans ce secteur-là à l'utiliser. Ça va peut-être même nous amener à abandonner le site de captage, amener à des problèmes de santé. Puis ça va apporter son lot de coûts, un coût pour trouver une autre source d'eau, un coût pour la décontaminer. Même chose si il y a une surexploitation dans ces secteurs-là, ça va amener à des stress hydriques, un conflit d'usage et aussi ses coûts pour trouver une autre source d'eau. Puis, en ajoutant la couche des changements climatiques, comme là, vous avez présenté qu'on a déjà un aquifère qui n'est pas, qui a une capacité d'emmagasinement de l'eau. Oui, il y a quand même beaucoup d'eau dans notre aquifère, mais ça dépend tout le temps du réseau des fractures, que certains puits ont de la misère à s'approvisionner, à avoir des forts débits. Et si on amène les impacts des changements climatiques aussi, eh bien, juste ça, c'est Agriclimat qui est arrivé avec ce scénario pour Chaudière-Appalaches, que premièrement, pour l'hiver, ce qui sont arrivés avec leurs données, c'est qu'il va y avoir un moins grand couvert de neige, qu'il va y avoir beaucoup plus de précipitations et donc beaucoup plus de ruissellement. On sait que l'hiver, la neige est bien, le plus de pluie l'hiver, c'est pas bon pour les cultures.
Puis, c'est sûr que la couche de neige protège certaines cultures. Puis, le ruissellement, ben, ça crée aussi de l'érosion. Pour ce qui est du printemps, on va avoir beaucoup plus de précipitations. Il va y avoir quand même une bonne chose qui est que le dégel va être beaucoup plus hâtif. Il va arriver beaucoup plus tôt. Fait qu'on va pouvoir semer plus tôt. Pour ce qui est toutefois de l'été, les températures vont augmenter. Il va y avoir des plus longues périodes de temps chaud et même des périodes de sécheresse. Ça va être des épisodes de stress hydrique. Alors, puis il va y avoir quand il va pleuvoir, bien, mais ça va être des cellules orageuses avec des orages. Alors, ce qui favorise l'érosion aussi. Puis, puis beaucoup le ruissellement qui va amener l'érosion. Pour ce qui est de l'automne, le gel va être un petit peu plus tard. Fait que ça aussi, c'est favorable pour les agriculteurs parce qu'il va pouvoir avoir une diversité de rotation des cultures, avoir des cultures de couverture de l'automne, des cultures d'automne aussi. Mais une plus longue période de culture amène aussi à consommer beaucoup plus d'eau. C'est pour ça qu'il faut arriver là, en concertation à réfléchir à des mesures d'adaptation pour éviter un manque d'eau, pour s'assurer que son bétail et ses cultures puissent survivre à travers toute cette période-là. Alors, il y a certaines mesures d'adaptation. Je sais que la majorité de vous doivent les connaître. La plupart, c'est avoir un sol en santé. C'est pour ça que le diagnostic du sol est quand même d'une très grande importance. Les cultures de couverture végétale en automne bien, vont favoriser un sol plus humide, vont favoriser l'infiltration aussi. Pour ce qui est de l'application en semi-direct aussi, l'application en semi-direct fait en sorte que les sols sont beaucoup plus humides aussi, ça aide à l'infiltration. Puis, il y a aussi planter des arbres qui fait une haie brise-vent, mais aussi les racines des arbres vont favoriser, j'entends des petits bruits, excusez, vont favoriser aussi l'infiltration, vont faire des canaux là, pour infiltrer les eaux. Les milieux naturels sur les lots aussi, ce serait intéressant de les conserver. Puis favoriser la lutte intégrée et la fertilisation raisonnée. Et aussi, c'est respecter les distances d'épandage. Il faut vraiment identifier les endroits qui sont plus vulnérables, comme un puits privé, là, s'assurer que l'épandage se fait à 30 mètres de son puits privé. C'est quand même une bonne mesure de protection là, de précaution pour éviter de contaminer l'eau de son puits ou même l'eau de son voisin. Puis pour ce qui est des mesures d'adaptation au changement climatique, ça, c'est vraiment plus une solution ici à l'échelle du lot ou même à l'échelle de plusieurs lots. C'est des réservoirs de stockage d'eau de pluie. C'est des pratiques qui se font dans les prairies. C'est vraiment la valorisation des eaux de pluie. C'est sûr que ça, c'est des solutions qui sont un petit peu plus coûteuses. Puis c'est pour ça qu'il faut réfléchir ensemble en concertation avec les gestionnaires du territoire, à savoir comme quelles mesures sont bénéfiques pour moi et pour nous, pour les agriculteurs, puis pour les municipalités aussi. Ensuite, on a aussi cette solution ça ici, c'est une photo à Tucson. C'est les recherches artificielles. C'est des solutions qui sont vraiment plus à plus grande échelle, à l'échelle régionale. Et puis, c'est plus populaire en Europe qu'au Canada. C'est dans le fond l'eau qu'on a utilisée, on va la remettre à l'aquifère. Fait qu'on va faire des bassins qui vont pouvoir infiltrer l'eau souterraine, l'infiltrer pour l'amener vers l'eau souterraine. Puis, en conclusion, là, je vous remercie d'être là. J'espère pas avoir dépassé mon temps. Mais je veux juste vous dire que ce qui est les éléments importants à se rappeler, là, on a quand même une recherche qui est généralement élevée sur notre territoire, sauf sous la limite marine, qu'on voit qu'il y a certains endroits qu'il n'y a pas d'infiltration qui se fait. Alors, c'est pour ça que les zones où il y a de l'infiltration qui se fait, c'est important de les protéger. On a quand même une bonne qualité d'eau naturelle. Il y a quelques dépassements de composés chimiques, alors c'est pour ça que c'est important de faire des analyses d'eau de son puits pour savoir s'il y a du fluor, d'arsenic, manganèse.
il y a peu d'évidence de dégradation de la qualité d'eau. Il faut continuer dans ce chemin-là. C'est quand même pour éviter de modifier nos eaux souterraines. Puis aussi, vous expliquer un peu la difficulté là, de nos puits à avoir des débits importants là, à cause à cause de notre type d'aquifère, qui est un aquifère de roc fracturé. Alors, voilà pour notre présentation. Je vous remercie énormément d'avoir assisté à cette présentation-là. Puis, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. On a aussi René Lefebvre qui a participé à la caractérisation des eaux souterraines pour la région de Chaudière-Appalaches, qui a élaboré un rapport avec toutes les données que je suis allée retirer là, pour la présentation, là, c'est René qui a travaillé là, à aller échantillonner ces données-là. Je vous remercie beaucoup. On peut, si vous voulez, vous pouvez ouvrir le micro, si vous voulez. Très intéressant la présentation, merci. Puis, j'avais une question sur, ce serait quoi vos prochaines étapes une fois que vous avez présenté les zones comme de recherche à protéger, présenter un peu quelques bonnes pratiques à avoir, autant que ce soit sur de faire analyser son eau et puis aussi une petite mise en garde sur les changements climatiques. Là, par la suite, c'est quoi que vous voyez dans la poursuite de vos travaux ou de faire de la concertation avec tous les acteurs et tout ça? Oui, dans la prochaine étape, c'est sûr que là, on voudrait aller, on a ciblé les MRC, on est allé voir, on a présenté aux MRC, là, ça sera aussi de présenter aux municipalités. On a beaucoup d'éléments à leur présenter. Puis, on a une équipe en agriculture qui ont commencé, qui ont ciblé certains endroits où ils voudraient incorporer l'élément des eaux souterraines à leurs actions. Alors, il y a aussi à certains endroits qui veulent planter des arbres, puis c'est ça, ils sont allés, c'est là qu'on est rendu là, dans la prochaine étape, à essayer de cibler ces zones-là de protection pour savoir quelles mesures favoriser, partager. OK, super, merci. Peut-être je peux rajouter aussi, évidemment, on veut intégrer cette notion des eaux souterraines, là, des connaissances qui ont été ressorties par le PACES dans notre plan directeur de l'eau, pour être en mesure de cibler des actions qui vont être à développer là, autant dans les prochaines saisons qu'à l'avenir par rapport au changement climatique et puis à l'approvisionnement en eau potable des populations. Il y a aussi qu'on va participer, c'est ça, aussi à une campagne de sensibilisation là, pour l'analyse d'eau de pluie. L'analyse d'eau de son puits, oui, c'est ça. Pour, dans le fond, partager le message que dans notre région, on a du manganèse, de l'arsenic, puis du fluor dans les basses terres, que c'est pour ça que c'est important de faire analyser l'eau de son puits. On va partager aussi sur notre site Internet des fiches qui montrent, mettons, c'est quoi la marge de prix, c'est quoi les effets aussi sur la santé de ces concentrations-là élevées, puis un peu le protocole d'échantillonnage, comment, avec un petit vidéo là, qui montre comment faire l'échantillon de l'eau de son puits. Eh bien, je vois qu'il est midi 29. Si on n'avait pas d'autres questions, ben je peux vous laisser partir à vos occupations.